Ici l'ombre, la radio de Concertina. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous intitulé Ma grande évasion. Donc chaque jour pendant Concertina, un ancien détenu raconte sa ou ses évasions. Hier, vous avez pu entendre le témoignage de Gabi Mouesca. Aujourd'hui, c'est Éric Jaillat qui va nous raconter sa grande évasion. Il a passé 2 décennies derrière les barreaux. Aujourd'hui, il est forestier dans les Cévennes. Éric évoque l'une des 2 évasions épiques qu'il a vécues et qu'il a racontée dans le spectacle intitulé « Une longue peine » conçu par Didier Ruiz, mais peut-être pas avec autant de détails qu'il devrait nous en livrer aujourd'hui. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à l'heure de l'apéro. Je vous propose qu'on lève notre verre, réel ou symbolique, à tous les évadés. Qu'on ait une pensée pour ces hommes et ces femmes qui se sont fait la belle un jour. Donc Éric Jaillat, qui est à côté de moi, ne s'est pas évadé une fois, mais 2. Donc il va nous raconter ça. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, certains d'entre nous ont eu la chance de vous voir dans Une longue peine, une pièce dans laquelle vous avez témoigné des 19 années que vous avez passées en prison, depuis vos 18 ans jusqu'à l'âge de 38 ans. La vie en cellule, donc, dont 9 ans à l'isolement total. Vous allez nous raconter comment, au cours de ces 2 décennies, vous vous êtes évadé à 2 reprises. Mais avant d'ouvrir ce chapitre de la prison et de vos évasions, j'ai envie de savoir qui vous êtes, Éric Jaillat. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, comment est-ce que vous vous présentez ? Actuellement, je me présente en tant qu'exploitant forestier, anciennement agent forestier, habitant dans les Cévennes. Et puis, si la personne a entendu parler de moi par le biais du théâtre ou le biais des interventions que j'ai pu effectuer à divers endroits concernant le système ou le milieu carcéral, je n'hésite absolument pas à lui expliquer quel a été mon parcours. C'est quelque chose que je ne cache pas, dont je n'ai pas honte, et donc ancien détenu tout simplement. Pouvez nous dire de quel milieu social, familial vous êtes issu et est-ce que vous avez fait des études ? Alors, je suis issu d'un milieu social aisé, avec des grands-parents qui étaient exploitants forestiers et propriétaires terriens, d'un papa ingénieur qui est actuellement à la retraite, d'une maman qui était une haute fonctionnaire qui est également à la retraite enfin là, en ce moment. Et donc oui, en effet, j'ai effectué des études. Par contre, je ne suis pas allé à l'école. J'ai été élevé par ma grand-mère qui m'a sorti à l'âge de 5 ans du système éducatif français. J'ai profité d'un enseignement par des prescripteurs en fait. Voilà, donc à la maison tout simplement. J'ai passé un bac trop tôt. Pourquoi puis trop tôt parce que j'avais c'était à la fin de ma 14e année. Et qu'après je me suis retrouvé en école prépa à 15 ans, donc avec le décalage d'âge avec les personnes qui étaient avec moi en prépa, donc ça ne l'a pas fait. Et puis je me suis retrouvé assez rapidement exclu des groupes et j'ai rencontré des personnes qui m'ont amené vers des occupations lucratives collatérales un petit peu. C'est une belle formule. Voilà. Qui m'ont enchanté pendant 3 ans avant de me décevoir pendant les 20 années qui ont suivi. Et votre premier souvenir, premier contact avec la prison ?
Le premier contact avec la prison a été, le souvenir, il s'est un peu effacé maintenant. Ça remonte à presque 40 ans, donc, mais ça a été assez terrible quand même, parce qu'à l'époque, j'ai été incarcéré à la maison d'arrêt d'Angoulême, et c'était encore un système de dortoir et de chauffoir. Donc nous étions 20 dans une pièce qui devait faire une 50aine de mètres carrés à peu près, et puis nous allions dormir ensuite la nuit dans des dortoirs qui n'étaient guère plus grands, avec toute la promiscuité que ça induit, quoi. Alors, après quelques temps passés à cette maison d'arrêt d'Angoulême, vous êtes transféré à la maison d'arrêt de Poitiers, et c'est là que va naître l'idée de votre première évasion. Vous pouvez nous raconter un peu le contexte et comment est née cette idée ? Alors, à la maison d'arrêt de Poitiers, lorsque je suis arrivé, quelques mois après mon arrivée, il y a une des personnes qui avait été arrêtée en même temps que moi, donc sur le vol à main armée que nous avions commis, qui est arrivé dans le même établissement. Il a appris que j'étais au rez-de-chaussée, il m'a fait monter en faisant un peu de pression sur le directeur de l'établissement, il m'a fait monter dans sa cellule, une cellule qui était au 2e étage de la prison, et immédiatement, lorsqu'on a été tous les deux, on a commencé à réfléchir sur le moyen de partir en fait de la prison, voilà, tout simplement de s'évader, de foutre le camp. Comment s'est nouée votre relation ? Parce que ça, c'est intéressant. Souvent, les évasions ne sont pas le fait d'un homme isolé ou d'une femme isolée. Il y a toujours complicité plus ou moins importante. La confiance entre vous, parce qu'il faut avoir une forte confiance pour s'associer. Vous avez complètement raison, Marc. Il faut que la confiance soit absolue, tout simplement. Absolue envers la personne avec laquelle on a décidé d'essayer de partir, et puis une confiance absolue aussi envers les personnes qui sont susceptibles de nous aider de l'extérieur, parce que s'évader tout seul de prison sans avoir d'aide extérieure, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc nous, on bénéficiait, Jean-François et moi, d'une aide extérieure importante, ce qui nous a permis de la réussir en fait. Alors, quel plan vous échafaudez pour sortir ? À quoi ressemble la prison et sur quoi vous misez ? C'est quoi le plan ? Alors au départ, il n'y a pas de plan. Au départ, il y a un contexte. Donc on est au 2e étage, on a une vue sur l'extérieur, on arrive à voir au-dessus du mur, à environ 200 mètres au-delà du mur de la prison. Donc on arrive à voir l'extérieur. Donc si on peut voir l'extérieur, on peut être vu de l'extérieur. Si on peut être vu de l'extérieur, on peut déjà commencer à faire appel à des amis qui peuvent se déplacer, venir s'installer et vérifier qu'on est toujours dans la même cellule au moment où eux vont devoir intervenir pour nous aider. Donc ça, c'était une chose importante. Mais comment vous communiquez avec les amis qui sont 200 mètres de la prison ? Alors, pour communiquer avec les amis qui sont à 200 mètres de la prison, première chose, il fallait qu'ils trouvent un appartement, une maison, une habitation, qu'ils louent ou qu'ils achètent, peu importe. Les moyens ne nous manquaient pas. Donc, de manière à toujours avoir un œil sur la cellule. Mais ça pendant des mois. Donc, avec une paire de jumelles sur un trépied. Et ils se relayaient. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, tout simplement, ils attendaient. On communiquait avec eux grâce à nos avocats qu'on voyait régulièrement pour leur faire passer les informations les plus importantes. Et puis, il fallait qu'au moment voulu, il y ait un signal lumineux qui soit envoyé donc, par la lumière de la cellule, tout simplement, le plafonnier, de manière à ce qu'ils sachent que voilà, c'est pour maintenant, il faut venir. Et là, par les avocats, ils avaient les instructions de l'endroit où ils devaient placer la voiture et ce qu'ils devaient faire. Alors, il n'y a pas de plan tout à fait préétabli, mais il y a quand même une réflexion sur comment sortir de la cellule
puis de l'enceinte de la prison. Il y a cette réflexion. Comment sortir de la cellule, ça n'était pas un gros problème puisque je faisais partie d'une bande organisée et à chaque fois qu'on allait entre guillemets au travail, on avait sur nous une ceinture dans laquelle avait été cousu par un ami cordonnier des fils d'ange. Un fil d'ange, c'est un câble d'acier d'environ 30 cm qui est dentelé, donc avec des dents qui sont durcies en émail et en diamant. Et ça peut couper tout type d'acier ou d'alliage. Donc les barreaux aussi, hein, ça les coupe un peu comme du beurre. Et puis ça, comme les ceintures étaient agrémentées de... doublées souvent, ouais. Doublées et agrémentées de décorations métalliques, d'anneaux, etc. Donc ça sonnait au portique, mais c'était les boucles et les décorations qui sonnaient et non pas la ceinture. Donc en fait, on se baladait en détention avec de quoi couper les barreaux. Et tous les quatre, à chaque fois qu'on allait au travail, donc on avait ces ceintures au cas où. Ok, donc ça c'est sortir de la cellule. Comment vous imaginez la suite quand vous serez dehors de la cellule et toujours dans l'enceinte? Alors là, c'est là que se sont posés les premiers problèmes. Comment descendre d'un mur qui fait une quinzaine de mètres de haut pour arriver dans devant un grillage qui lui fait 7 mètres de haut qu'il va falloir franchir avec des concertinas, donc ces fameux barbelés qui ont la forme d'un accordéon, enfin bon, ouais, qui sont extrêmement tranchants. Concertina, ouais. Traverser une cour de promenade et puis refranchir à nouveau un grillage agrémenté de ces barbelés, se retrouver dans un chemin de ronde et puis franchir le dernier mur qui faisait 7 mètres de haut. Donc bien sûr on a pensé aux draps, mais les draps même mouillés n'étaient pas forcément assez solides. Donc il a fallu envisager d'avoir un appareillage qui puisse nous permettre de franchir ces 3 obstacles. Le 4e, on a beaucoup été aidé par nos amis, mais il nous fallait au moins donc une corde. Mais enfin bon, des cordes, c'est pas forcément tout à fait à la disposition des personnes incarcérées. Donc, de 15 mètres 15 mètres, il fallait 15 mètres, plus un brin de 15 mètres dont je vous expliquerai la finalité tout à l'heure. Mais il fallait une corde de 15 mètres. Et donc, construire une corde en prison, c'était pas évident. Les draps, on a vite laissé tomber, ça a été clair. Donc, on a cherché le moyen de faire rentrer une corde ou de soudoyer un surveillant, de le payer pour qu'on ait cet ustensile dans la cellule. Mais bon, ça n'a pas été possible. Donc on l'a construite en fait, la corde. On l'a fabriquée. Avec quel matériau? Le seul matériau qui était disponible, en fait il y en avait 2. Il y avait les sous-matelas qui étaient dans des espèces de petits cordages tressés, mais ça n'était pas assez solide. Hein. C'est les sous-matelas qui servent à récupérer la sueur, à tenir le matelas au sec. Mais ça n'était pas assez solide. Et puis, il ne fallait pas qu'il manque non plus lorsque les surveillants fouillaient les cellules, donc une fois par semaine, normalement. Par contre, il y avait des espadrilles qui étaient vendues en cantine. Et les espadrilles avaient des semelles de corde. Donc en fait, on a organisé un peu une collecte d'espadrilles qui étaient achetées par des codétenus qui ne savaient pas à quoi elles servaient. Il y en a quelques-uns qui étaient au courant de la destination, mais tout ça s'est organisé assez rapidement. Et puis on a touché toutes les semaines un certain nombre de paires d'espadrilles. On en découpait les chaussons qu'on jetait dans les toilettes et qu'on faisait disparaître. Et puis on tressait la corde. Mais une paire d'espadrilles de 45, je vois pas bien. Il y a combien de longueur de corde dessous? Et il vous a fallu combien de paires là Il nous a fallu pour les 15 mètres de corde plus le brin de 15 mètres, il nous a fallu 43 paires d'espadrilles.
Donc, et on a eu nos 15 mètres de corde, mais il nous a fallu, ça nous a pris 3 mois de fabrication en fait. J'imagine à certains moments. Comment vous faisiez pour planquer la corde dans la cellule et que les gardiens ne la découvrent pas? Il y a des fouilles régulières. Il y a des fouilles régulières qui sont assez sévères, qui sont assez poussées. Par contre, les surveillants ne fouillent généralement pas les seaux de linge de corps sales, dans lesquels trempent slip et autres maillots. Voilà, donc généralement sale. Et puis donc ça trempait dans l'eau, dans des seaux de linge, et ça a trempé comme ça pendant 3 mois. Et ensuite, on a réuni tous les morceaux toutes les sections de cordes qui avaient été tressées, on les a réunis et c'est ce qui nous a permis de franchir les obstacles. Ok, donc le plan de la préparation se déroule à peu près sans anicroche. Et puis, le jour J arrive. Comment vous aviez décidé d'un jour précis? Il fallait des conditions? Alors, il fallait des conditions, il fallait qu'on ait le temps de traverser la course sans être repéré par le Mirador qui était pratiquement en face de cette cour de promenade et de sport. Et puis est arrivé Noël. Donc nos amis nous observaient depuis pratiquement 3 mois d'un appartement en face de la prison. On avait convenu d'un appel de lumière du plafonnier. Et puis est arrivé le jour de Noël, le jour du réveillon. Et le jour du réveillon, on a constaté que les rondes qui normalement étaient étalonnées sur 1 heure et les surveillants passaient pour vérifier si les personnes qui étaient censées être dans la cellule y étaient bien, on s'est aperçu qu'elles étaient très espacées. Donc il était un peu tard pour prévenir nos amis qu'on allait saisir l'occasion et partir, et puis il fallait réunir toutes les sections de cordes, ça prenait un certain temps. Donc on a laissé passer le réveillon Noël et en se disant que peut-être pour le réveillon du Nouvel An, ça allait être un peu la même configuration au niveau des passages des surveillants. Donc on les a fait prévenir par les avocats. Ce sera très certainement pour le Nouvel An. Et puis, arrivé le jour du réveillon du Nouvel An, en fait, on s'est aperçu à partir de minuit que les rondes étaient très espacées. Il y avait 4 surveillants, en fait, dans la détention, des surveillants d'astreinte. C'était une petite détention. Donc, on a saisi l'occasion pendant la nuit du Nouvel An. Donc, vous avez commencé l'année en vous évadant. C'est une question qu'on a posée hier à Gabi Mouesca. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Eric, pendant ce temps de l'évasion, à partir du moment où vous commencez à scier les barreaux, jusqu'à vous retrouver dehors, intérieurement? Intérieurement, il y a plusieurs sentiments qui s'entremêlent. Il y a la peur parce qu'il faut faire le plus vite possible. Il faut que ça se déroule correctement. Il ne faut pas être entendu par les autres détenus. Il ne faut pas que tout à coup il y ait un surveillant qui a envie de faire une ronde alors qu'il est en train de fêter le réveillon avec ses collègues. On a vérifié bien sûr qu'il n'y avait personne dans le Mirador, c'était le cas. Et puis c'est des sentiments aussi, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a une poussée, il y a une envie de réussir. Et puis c'est l'occasion, et des occasions comme ça, on n'en a pas souvent. Donc il fallait de toute façon réussir. Tous les éléments étaient pratiquement réunis. Et quand c'est le moment tout simplement. Donc on s'est lancé. Et ça s'est passé comment alors, jusqu'à votre sortie? Alors, on a donc 2 jours avant, on a commencé à réunir les sections de cordes. Le crochet qui allait nous servir à passer les grillages avait été fabriqué, mais il s'est fabriqué vraiment le soir même avec des pieds de tabouret qui étaient à disposition des détenus dans les cellules. Et puis on a coupé les barreaux avec un fil d'ange. Donc aucun souci. On a accroché la corde qu'on a laissé glisser contre le mur
jusqu'au sol, entre le mur du bâtiment et le premier grillage, de manière à pouvoir récupérer la corde lorsqu'on était en bas, puisqu'on l'accrochait avec sur un morceau de barreau qui restait. Donc il fallait faire un nœud qui est un nœud qui s'appelle en escalade le nœud de l'évadé. Voilà, et donc qui permet avec un brin, si on tire sur la grosse section, ça resserre le nœud. Si on tire sur la petite section, ça desserre le nœud. Donc on a récupéré la corde de cette manière. On y a accroché le crochet qu'on avait fabriqué avec le pied du tabouret. Et puis on a balancé le crochet au-dessus du grillage qu'on a grimpé. On a franchi les barbelés à l'aide de couvertures qu'on avait mis sous nos vêtements. Donc on s'est complètement entremêlé dedans, on s'est coupé. Il y a un certain nombre de cicatrices qui traînent d'ailleurs. Et on a réussi quand même, tant bien que mal, à franchir ce premier grillage. Derrière, on a traversé une cour de sport, après avoir récupéré la corde et le crochet. Et puis, on a franchi le deuxième grillage de la même manière. On a balancé ensuite la corde par-dessus le mur d'enceinte. Nos amis à l'extérieur l'ont récupérée, ont eux-mêmes accroché la corde qu'on leur avait lancée à une corde munie d'un crochet et accrochée à la voiture, et nous ont tractés pour nous monter sur le fait du mur. Donc évasion réussie. Et ensuite on s'est laissé suspendre au mur. Ils nous ont récupérés en bas, on a sauté, ils nous ont récupérés en bas et ils nous ont jetés dans le coffre de la voiture et on est parti. Éric Jaillat vient de nous raconter sa grande évasion. Maintenant, on le retrouve. On va peut-être le questionner sur un plan plus général, plus philosophique, sur ce que signifie cette aventure trépidante que vous avez pu entendre. Et il nous racontera également une autre évasion qu'il a vécue et réussi. À lui la parole. Merci pour ce récit. J'ai une question. Ouais, on peut applaudir. C'est vrai que c'est assez prenant. J'ai une question sur le statut de l'évasion. Quelle place tenait cette idée de l'évasion à l'intérieur de la prison, tant pour vous les détenus que du côté des gardiens? Qu'est-ce que ça représentait? Pour les détenus, ça représente c'est l'objectif premier. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un détenu qui n'ait pas pensé à un moment donné essayer de partir, essayer de s'évader, quelle que soit la longueur de la peine qu'il ait à exécuter. Après, on se rend vite compte aussi que les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour réussir une évasion sont considérables. Donc souvent l'idée de l'évasion est un peu anéantie par la difficulté de la mise en place de l'action. Donc il faut des moyens, il faut des complicités. Et puis après s'évader, c'est une chose, mais il faut penser aussi à l'après-évasion. Une fois qu'on est dans la voiture, c'est bien, mais où aller et quoi faire? Et donc il faut que tout ça soit préparé à l'extérieur correctement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des évasions qui se fassent un petit peu, comme on dit, à l'arrache, où des gens saisissent des occasions qui sont parfois extraordinaires et qui arrivent à foutre le camp. Je connais certaines personnes qui sont parties comme ça, d'une cour de promenade tout à coup, alors que tout le monde était en train de faire des pompes, et eux ont saisi une occasion qu'ils avaient remarquée, qu'ils étaient les seuls à avoir remarqué. Et ils sont partis et ils se sont fait la belle comme ça sur des fulgurances quelque part. Et mais même si je vous coupe Éric, même si tout le monde ne passe pas à l'acte, il y a des récits d'évasion qui circulent à l'intérieur entre détenus. Vous en parlez de l'évasion? Vous en parliez? Nous, personnellement, avec Jean-François, on n'en parlait pas. Ouais, vu qu'on était en préparation, on n'en parlait pas, mais il y a toujours des récits d'évasion, il y a toujours ça fait partie de quelque part du fantasme de la personne incarcérée.
s'évader, nous on s'en foutait de l'histoire du statut par rapport aux autres détenus, parce que de toute façon on savait que à partir du moment où une personne ou des personnes arrivent à partir d'un établissement, les autres à l'intérieur après vont en subir les conséquences quelque part, parce que côté surveillant, ça va peut-être pas être la même histoire, et donc la faute va être forcément reportée sur le personnel de surveillance et sur le directeur, la direction. Donc par effet papillon quelque part, ça va retomber sur les détenus. Un renforcement des mesures de sécurité systématique. Renforcement, ouais, forcément. Ouais. Parce que du coup, du côté de l'administration pénitentiaire et des gardiens, qu'est-ce qu'elle représente, cette possibilité, cette idée de l'évasion ? Ah ben, ça représente un échec dans la première des missions de l'administration pénitentiaire, qui est de garder les personnes qui sont confiées par la justice et de les amener jusqu'au bout de leur peine. Donc il y a cette... et puis bon, c'est aussi l'échec de la deuxième mission de la pénitentiaire. Du coup, on n'en parle même plus, puisque c'est la réinsertion. Et là, la réinsertion, c'est très loin de... Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était très loin de notre conception de l'avenir qu'on envisageait. Mais c'est un échec de la pénitentiaire. Et la pénitentiaire, de toute façon, là, il y a des sanctions, quel que soit le type d'évasion et quel que soit l'endroit d'où les gens partent. Il y a des sanctions pour la pénitentiaire et généralement pour le directeur. Et c'est un échec, on pourrait dire, je crois que vous étiez dans un atelier fabrique de la philo ce matin, c'est juste ? Oui, tout à fait. Donc si on passe à un niveau un peu philosophique, c'est un échec parce que ça vient contredire l'idée même qui est au cœur du système judiciaire, l'enfermement. L'enfermement par lui-même, du coup, est mis en balance par rapport à l'envie de liberté des personnes incarcérées, mais aussi par rapport au fonctionnement qui a été mis en place depuis des décennies par l'administration pénitentiaire et qui n'offre aucune alternative autre aux personnes incarcérées que de suivre les règlements qui sont complètement assujettis à la sécurité. Et dans des conditions où les droits fondamentaux des personnes incarcérées ne sont absolument pas respectés. Donc il y a une espèce au niveau de l'administration pénitentiaire, il y a une espèce d'acceptation de situations qui sont juste intolérables et même inimaginables pour la plupart des personnes composant la société civile. Donc l'envie de partir, de foutre le camp de ce système et d'essayer excusez-moi l'expression, de faire la nique à l'administration pénitentiaire, parce que c'est jouissif, ça je peux vous le confirmer, je vous l'assure. Je veux dire, je sais pas, en France, l'évasion devrait être un droit. C'est un droit dans d'autres pays, oui. Ça vous fait rire, mais c'est un droit dans d'autres pays. En France, c'est un délit. Dans d'autres pays. Est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas puni par certains systèmes judiciaires, alors que chez nous, il l'est ? C'est quelque chose qui n'est pas puni par un bon nombre de systèmes judiciaires européens, mais chez nous, c'est sévèrement puni, oui. Alors vous disiez échec de l'administration pénitentiaire, réussite quand l'évasion comme la vôtre était réussie, victoire. Est-ce que c'est quelque chose, ces quelques heures et tous les mois qui ont précédé avec la préparation, qui vous a changé en tant qu'homme ? Moi, ça m'a changé en tant qu'homme, oui, parce que lorsqu'ils m'ont rattrapé, parce qu'ils ont fini par me rattraper quand même, assez rapidement même, parce qu'on a commis des erreurs pendant notre évasion qui nous ont coûté un retour en prison, on va dire, un mois après. Donc l'après-évasion n'était pas assez bien préparé. Et puis... mais en fait, si je devais tirer un bilan de cette évasion, c'est le meilleur réveillon du Nouvel An de toute ma vie et ça le restera. Donc c'est juste que du bénéfice, quoi. C'est bien. Moi, je regrette absolument pas. Mais par contre, ça a coûté cher en termes
en termes de peine et en termes de conditions de vie après, lorsque j'ai été réincarcéré. Parce que je rappelle, donc je l'ai dit au début de cette séquence, mais vous avez passé au total 19 années en détention et vous vous êtes ensuite évadé une seconde fois. C'est peut-être dans la catégorie des évasions circonstancielles, comme vous disiez, un peu à l'arrache, la deuxième. C'est ça. Vous pouvez nous dire rapidement, parce qu'on est presque au bout du temps qui nous est imparti, comment ça s'est passé ? Alors la deuxième s'est déroulée à Perpignan. J'ai remarqué que les personnes, moi je suis j'ai des malaises qui sont assez récurrents et assez conséquents et assez graves. Donc je me suis fait envoyer à l'hôpital. J'ai prévenu des amis qui m'attendaient derrière. En simulant des malaises, du coup. En simulant des malaises, exactement. Une fois que j'ai été à l'hôpital, je devais passer un scanner. Et pour passer un scanner, on doit se faire injecter de l'eau iodée dans les veines. Donc on est dans une petite pièce. Et puis là, c'est des amis qui sont venus me chercher, qui ont tapé au carreau et qui sont rentrés, on a attaché le c'était un gendarme un gendarme ou un surveillant pénitentiaire, je ne suis même plus sûr. Mais on l'a attaché et puis je suis parti par la fenêtre de l'hôpital et sorti tranquillement, monté dans la voiture et j'étais mis dans une planque. Et là, ça a duré un peu plus longtemps quand même. Le temps d'évasion a été un peu plus long. La cavale a duré un peu plus d'1 an, alors que la première n'a duré qu'une trentaine de jours. Alors, merci pour nous avoir livré tout ça. Peut-être en forme de conclusion, est-ce que dans les rencontres ou dans votre réflexion personnelle, dans les endroits où vous intervenez régulièrement pour parler de votre expérience de détention et d'évader peut-être aussi, est-ce que avec tout ça, vous avez quelque chose à nous dire sur l'évasion, outre tout ce qu'on a déjà abordé, quelque chose, espoir, regret, je ne sais pas. Non, regret aucun. Regret aucun. L'espoir, c'est que le plus de personnes possibles qui ont la possibilité de foutre le camp puissent le faire et qu'elles ne se fassent pas prendre et qu'elles puissent avoir essayer de retrouver à l'extérieur une vie pas forcément dans la normalité, parce que la cavale c'est pas la normalité, mais plus sereine et plus posée. Après l'évasion, ce serait moi, ce que j'en retire, c'est aucun regret de toute façon. Et je pense que si j'étais incarcéré à nouveau, j'essaierais de mettre mon intelligence, mon énergie et mon ingéniosité au service de trouver le moyen de foutre le camp à nouveau. Tellement la prison est insupportable et tellement la pression est mise sur les personnes incarcérées pour qu'ils essayent de ne pas se rebeller et d'être dans l'assujettissement des règles qui leur sont imposées. Donc non, l'évasion, ça reste un fantasme, ça peut devenir une réalité, c'est compliqué, mais je le souhaite à tous les détenus qui ont envie de tenter le coup, je leur souhaite de réussir, tout simplement. Merci. Merci. Okay. Merci à Éric Jaillat. Demain, à votre place, Éric, François Besse sera là pour nous raconter, pas toutes, mais il s'est évadé 7 fois, donc il nous racontera certaines de ses évasions. Et merci à vous, bon appétit et bonne suite de Concertina.